Ah, on coupe la nuit, hein, on zappe. On gardera que la journée. Je suis Pascal Kneen-Campard, je suis professeur en faculté de pharmacie et de sciences biomédicales et chercheur à l'Institut des neurosciences, ici sur le site. Alors, mon domaine d'expertise sont les neurosciences, de manière générale. Alors moi, je m'intéresse plus particulièrement aux aspects qui sont les aspects mécanistiques des neurosciences, on va appeler ça cellulaire et moléculaire. Et en fait, ça s'élargit parce que j'ai un intérêt de plus en plus important pour les aspects plus systémiques, en fait, les neurosciences en tant que système. À l'intérieur des neurosciences, en fait, ce qui concerne plus particulièrement aussi les maladies du système nerveux qui sont liées au vieillissement, les maladies neurodégénératives, par exemple. Pourquoi j'ai choisi? Mais c'est serendipity. Quelque part, au départ, moi, je n'étais pas destiné aux neurosciences. Moi, je faisais des études dans le domaine de la biochimie et de la biologie moléculaire. À l'époque, c'était l'âge d'or de la biologie moléculaire. Tout le monde voulait être cloneur. Et c'est une rencontre, en fait, qui m'a réorienté vers des neurosciences. C'est à partir d'un stage, et je crois que c'est très important, c'est un stage que j'ai eu l'opportunité de faire dans des études où on ne faisait pas beaucoup de stages encore à l'époque, qui m'a ouvert les portes d'un laboratoire qui était dans le domaine des neurosciences. J'ai rencontré quelqu'un qui, parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y a eu mon futur directeur de thèse. C'est quelqu'un qui était particulièrement intéressé par les neurosciences, c'est quelqu'un qui a des projets de recherche en neurosciences, et c'est à partir de là que l'intérêt s'est créé. Cela dit, j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui travaillait dans un autre domaine. À vrai dire, les neurosciences, quand on rentre dedans, c'est très difficile d'en ressortir. Alors, pour des raisons, je ne sais pas si on va en parler ici, parce que vous allez peut-être revenir après sur des questions de ce type-là, mais c'est véritablement un monde en soi. Donc, une fois qu'on y est dans les neurosciences, on y est vraiment, quoi. On passe la porte ou pas, quelque part. Mais quand on a passé la porte, c'est un univers. Pourquoi c'est un univers? Parce qu'en fait, à vrai dire, il y a une frontière. Faire de la recherche, c'est travailler un petit peu sur les frontières humaines. Un des trucs qui est fascinant, c'est qu'on fait de la recherche par la réflexion aussi. C'est le cerveau humain qui fait de la recherche, mais en fait, on utilise un outil pour arriver à comprendre exactement l'outil qu'on est en train d'utiliser, qui est le cerveau. Et puis, il y a une telle complexité, et il y a des frontières qui sont encore tellement lointaines dans la compréhension de la manière dont le système nerveux fonctionne, qu'on a l'impression qu'on va pouvoir y passer toute une vie, toute une carrière, mais même au-delà de ça, en fait, y passer du temps libre ou des choses qui vous prennent véritablement, et c'est quelque chose de fascinant. En fait, les neurosciences ont toujours été pour moi quelque chose dans le domaine des sciences qui m'ont intéressé, quelque chose de fascinant, raison pour laquelle je suis resté dedans. Oui, en ce moment plus particulièrement, c'est sur des mécanismes ou des questions qui tournent autour de la maladie d'Alzheimer, si vous voulez. Alors, il y a deux grands aspects des choses. Je ne vais pas la faire très compliquée, parce que je sais que je ne m'adresse pas à un public d'experts. Ce n'est pas de la vulgarisation non plus. Mais dans la maladie d'Alzheimer, vue par ces aspects mécanistiques, en fait, il y a deux grandes choses qui nous intéressent à l'heure actuelle. La première, c'est une maladie qui est liée au vieillissement. C'est une forme de vieillissement qui n'est pas un vieillissement physiologique, mais qui est un vieillissement pathologique. Donc, en fait, ce qu'on essaye de comprendre, c'est les mécanismes qu'on a de vieillissement pathologique dans le système nerveux central. J'ai parlé de quelque chose qui vous parle aussi, c'est la sénescence. Donc, comment, en fait, ce vieillissement crée dans le système nerveux un contexte qui permet à cette pathologie humaine dévastatrice de se développer. Ça, c'est une première chose. Et puis, un autre aspect des choses qui nous intéresse, toujours dans ces pathologies-là, c'est comment des altérations qui sont des altérations métaboliques et énergétiques, et ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement sensible à l'âge, c'est quelque chose qui est également extrêmement sensible au contexte et au vieillissement, comment celle-ci évolue avec le temps, et créer un contexte où cette maladie va se développer. Alors tous les gens en fait qui ont cette sensibilité, ou tous les gens qui sont en train de dériver avec l'âge, dans ces deux grands canaux, qui sont l'âge qui passe ou le vieillissement, ou des altérations métaboliques, ne vont pas nécessairement en fait développer la pathologie d'Alzheimer. Mais il y a un espèce de pas de doigt, à un moment donné, un croisement qu'on peut prendre pour engager la maladie. Et c'est ce qui nous intéresse, en fait, sur ces deux axes, plus particulièrement pour cette pathologie-là actuellement. Ah, on coupe la nuit, on zappe. On gardera que la journée, ma journée type. Je me lève vers 7 heures, on va dire. Prends un petit déjeuner, ça on n'y coupe pas, je prends systématiquement un petit déjeuner. Alors à cette occasion-là, ça c'est un moment pour moi parce que je regarde plein de choses qui m'intéressent, c'est des infos. Désormais c'est plus papier mais on les regarde online, donc j'ai ce moment à moi.
Et puis après, la journée démarre, on va appeler ça la journée professionnelle. Alors, il y a eu avant Covid et il y a eu après Covid, c'est-à-dire, désormais, ça veut dire je passe de la table où je mange à la table où je bosse chez moi. Avant, il y avait les temps de trajet également. Je fais en vélo ou en transport en commun, je venais ici. Et puis, c'était la journée type de quelqu'un qui enseigne et qui fait de la recherche. C'est où bosser avec mon équipe au laboratoire ou donner des cours ou être dans des missions institutionnelles ou des responsabilités qu'on a au niveau de l'université. Je zappe le repas de midi en général. Alors ça, c'est un très mauvais conseil, il ne faut pas le faire, mais j'ai cette habitude de passer le repas de midi un petit peu sous silence. Ça me permet de faire du sport en général dans une journée type, parce que c'est partie des choses qui m'obsèdent beaucoup. Et puis le soir, la journée, elle se finit, il faut dire, jamais avant 6 heures ou jamais avant 7 heures, cette journée type. Et puis après, on est avant janvier 2020, je sors, je prends du temps pour moi, dehors, souvent, ouais. Actuellement, chez moi, beaucoup. Et puis avant de finir, je jette de nouveau un coup d'œil sur des trucs de boulot. C'est-à-dire que j'ai quand même cette habitude, ce tic, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais de relever mes mails. Mais voilà, ça c'est une journée type. Et la dernière chose, et ça c'est plus personnel et c'est presque indiscret en fait de le dire, mais je lis systématiquement avant de dormir. Avant de m'endormir, je lis. Systématiquement. C'est une belle journée. Ça donne envie. Non mais sérieux, ça c'est vraiment intéressant, mais c'est quelque chose... Alors en général, on dit mais non, je ne peux pas choisir les deux. On ne peut, honnêtement, quand on rentre dans une carrière académique, je vais vous dire, on ne choisit pas ou l'un ou l'autre. On peut être que chercheur. Il y a des postes qui sont des postes spécifiques, qui sont des personnes qui sont que chercheurs, des collègues ici sur le site, dont la mission est de faire exclusivement de la recherche, quasiment, par contrat. Et puis, on peut faire également que de l'enseignement, si on le souhaite. Donc, il y a tout le système d'enseignement scolaire, que ce soit secondaire ou supérieur, pour lequel on fait que de l'enseignement. Quand on est académique, on fait les deux. Et donc, quand on le fait, c'est parce que on veut faire les deux. C'est-à-dire qu'on veut faire à la fois de l'enseignement et de la recherche. Ce n'est pas uniquement ceci, mais on veut faire de l'enseignement et de la recherche. Donc, à choisir entre les deux, moi, je ne me pose jamais la question. Cela dit, je ne peux pas concevoir, en fait, mon métier d'enseignement sans, par ailleurs, avoir une recherche qui l'alimente. Okay, ça serait une très grande frustration également d'être chercheur et de ne pas transmettre. Donc, sérieusement, un académique, vous allez me dire que c'est une image que j'ai travaillée, mais ce n'est pas vrai, je la sors souvent. Ce n'est pas un spécialiste d'une discipline particulière, c'est un triathlète. Il faut aimer plusieurs disciplines et vouloir faire plusieurs disciplines, et pas vouloir choisir là-dedans. Sinon, il y a d'autres professions. En fait, il y a d'autres postes au sein de l'université qui permettent d'être ou l'un ou l'autre, chercheur, enseignement aussi. Mais moi, je ne choisirais pas. Sur ce coup-là, je ne choisis pas. Oui. Ça, c'est, vous avez 5 minutes, il va falloir couper là-dedans. Donc, et je vous en donne, et puis vous coupez à partir du moment où c'est plus intéressant. Alors, mes passions, en dehors du boulot, après, je vais vous dire ce que j'aime pas également. Comme ça permettra de bien équilibrer, de bien cibler la personne qu'on a. Mes PKC, c'est qui? Vous allez voir. Vous allez avoir une réponse assez facile. Mes passions, par exemple, c'est le ski et la montagne sous toutes ses formes. La mer, alors tout ce qui monte, en fait, tout ce qui est en altitude, et puis tout ce qui est en profondeur. La mer, à peu près, sous toutes ses formes, également. Donc ça occupe déjà pas mal de temps. Après, on va sauter du coq à l'âne, le monde, la Grèce antique et le monde hellénique, par exemple. La littérature russe, tout particulièrement. L'Italie et le Japon, sous toutes ses formes. L'Italie, y compris, en ce y inclut la cuisine. L'Italie et le Japon, c'est une fascination. Le monde lusophone, donc toutes les îles et tout ce qui a été l'Empire portugais qu'on retrouve dans l'Atlantique avec le Cap-Vert et toutes ces îles, je trouve ça absolument fascinant. Voilà, et je pourrais continuer longtemps. Après, il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas les prix littéraires. J'aime pas le jazz rock. J'aime pas la country folk. J'aime pas le R&B, par exemple. Il y a etc. Mais j'essaie d'être relativement simple parce que je pourrais dérouler pendant des heures. Les disciplines olympiques dans le sport, celles qui étaient déjà inscrites au moment où où ces Jeux olympiques ont été recréés en 1896 pratiquement, c'est aussi quelque chose qui est fascinant. Pas que pour le sport, mais pour d'autres trucs.
C'est une excellente question. Ouais, arrondi-jour, c'est une excellente question. Et c'est une question qui est sympa, ça. On devrait dire quelque chose d'intelligent, hein, quelque chose qui sera inspirant pour ceux qui nous écoutent. Je vous joue honnêtement, hein, quand j'avais votre âge, l'âge que vous avez à peu près actuellement, je vais l'estimer à quelque chose, ou l'âge où j'avais, s'il y avait quelqu'un qui était pour moi une image, ou quelqu'un à qui je voulais m'identifier à cet âge-là, vous en avez une idée, non? Vous arrivez à dire, on va rentrer dans quel domaine? Ça aurait été Diego Maradona, d'une part. C'est intéressant, hein. Et puis alors après, on est très très loin des chercheurs, hein. On est très très loin des grands esprits de ce monde. Il y a quelqu'un d'autre également qui me marquait profondément, c'est un musicien qui est encore en activité actuellement, c'est Nick Cave. Alors, au moment où je vous réponds ça, je me suis dit, mais en fait, comment expliquer cette histoire? Moi, je crois que quand on a cet âge-là, en fait, il faut vivre à travers des symboles forts. Le premier, c'est la notion de venu de nulle part, et ça comptait beaucoup pour moi à une époque. Venu de nulle part, a tout traversé en fait, a survécu à tout et a réussi à lever la coupe avec des grandes oreilles. Et pour moi, c'était un symbole extrêmement fort. J'avais 25 ans, et il est mort l'an dernier, et en fait, tout le reste a montré que c'était un espèce de personnage hors du commun. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose qui m'inspirait. Même si on peut lui trouver plein de défauts, on peut le contester sur pas mal de terrains. Nick Cave, c'est la même chose au niveau musical. Et là, on va être long, mais je vais vous dire quelque chose, un autre truc qui, moi, a été un truc très fort. Parce que si on veut rentrer sur le terrain politique, alors le grand héros scientifique ou le grand héros littéraire ou un truc comme ça, 25 ans, mais je les avais au début des années 90. Hein. Et à ce moment-là, on dit quel est un geste politique ou un symbole de quelque chose, de quelqu'un qui a pu changer le monde ou qui a pu faire quelque chose de marquant. Eh bien, le symbole, pour moi, c'était la poignée de main qu'a donnée Yitzhak Rabin à Yasser Arafat au moment des accords d'Oslo. Parce qu'en fait, je me souvenais d'Yitzhak Rabin, et on a cette image de son entrée à Jérusalem, où il fait partie des 3 généraux en fait, israéliens qui rentrent dans Jérusalem en 1967, pris en photo. C'est révoltant. On se dit, c'est un faucon, c'est un homme de guerre. Et en fait, il redevient un homme politique par la suite, et au-delà de ses croyances militaires et de ses propres convictions, il se dit, l'avenir de ceux que j'aime et de ceux à quoi je crois est au-delà en fait de mes convictions personnelles, et je vais donner en fait à ce moment-là un symbole fort. Et encore une fois, on marche à travers les symboles, mais ça a été un grand moment. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je l'ai vu en direct. Donc si je devais garder de cette époque-là quelque chose qui m'a marqué, ça serait ça. Mais j'oublie pas Diego, hein, ni Nick Cave. Une expérience positive, non, sérieux, là c'est très très difficile. Non, mais c'est pratiquement au quotidien. Franchement, c'est pratiquement au quotidien. Donc je pourrais les multiplier, mais il y a tellement de bons moments. Il n'y a pas que des bons moments, mais il y a vraiment des bons moments. Des fois, on les oublie un petit peu. C'est un véritable privilège. C'est pas un privilège qu'on vous donne. C'est pas quelque chose qu'on a de naissance. C'est pas quelque chose qu'on transmet héréditairement. Et c'est quelque chose qui fait que quand on est dedans, on a le privilège d'évoluer dans un monde. Moi, tous les jours, quand je me lève le matin, on me dit quelle est ma journée type, je suis convaincu que je vais réfléchir à quelque chose, ou que quelque chose va me faire réfléchir. J'ai 52 ans aujourd'hui, hein, j'aurais pas dû le dire, mais j'ai 52 ans aujourd'hui, et pratiquement depuis 30 ans, je me dis que je réfléchis tous les jours, et que ça fait partie de mon boulot. C'est un gros privilège. Donc quelque chose de positif, voilà, c'est ça. Conseil pour se relever. Ben, alors, on parlait du Japon. Je ne vous ai pas pris en traite là, quand je vous dis ma passion pour le Japon, mais il y a un proverbe japonais qui dit « On reconnaît un homme sans épicène, hein, un homme, une femme. On ne le reconnaît pas au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. » C'est facile à dire. Les choses qu'il faut affronter, quand on en est à votre étape en fait, d'études, et qu'on veut se projeter là-dedans, c'est la durée. Le temps paraît invraisemblablement long, en se disant, mais quand est-ce que j'y serai? Parce qu'il y a les études, et puis au-delà des études, les expériences de recherche, qu'on appelle les expériences postdoctorales, tous ces trucs-là, et puis les postes définitifs qui ne sont pas très nombreux, et on se dit, mon Dieu, j'ai 25 ans, est-ce que la perspective, elle est quand j'aurai 35, 40, j'ai encore tout à construire? C'est extrêmement démotivant. Donc il faut un espèce de drive en se disant, on est sur le bon chemin, on avance,
Et il y a des chants des sirènes qui peuvent passer à côté, nous faire miroiter d'autres choses. Si on est convaincu que c'est ce qu'on veut faire, il faut garder le cap, mais honnêtement, ce n'est pas facile. Et puis l'autre chose qui est une difficulté actuelle dont vous avez entendu parler, c'est que la recherche est quelque chose qui est désormais, qui a évolué, et il y a les notions de financement. Donc en fait, un chercheur devient également un manager. Et les moments difficiles qu'on a, ou les expériences qui sont, ou les moments, les nuits blanches dont on pourrait parler, mais moi je ne me souviens pas de nuits blanches à cause de la recherche, mais les moments difficiles, c'est par exemple quand on se dit, eh bien, on a déposé quelques grands projets pour lesquels on va avoir une réponse à un moment donné, et quand ça tombe à peu près le même jour, eh bien, c'est un moment où on se dit quelles vont être ces réponses, parce que de ceci va dépendre l'avenir du laboratoire, l'avenir des gens qui travaillent avec moi. Et ça crée une véritable tension. Hein. C'est pas qu'on admet, on est amené à admettre les arbitrages qui sont faits, mais on travaille quand même comme des managers en se disant on peut avoir envie de faire de la recherche, on peut avoir des projets, encore faut-il avoir les moyens et donner les moyens aux gens avec qui on travaille de travailler justement. Et il y a des goulots d'étranglement, il y a des périodes dans l'année où c'est véritablement tendu pour ça. Alors ça, ce sont des moments qui sont évidemment moins agréables, avec lesquels on compose. Mon parcours, j'ai fait des études, donc j'ai pas fait mes études ici en Belgique, j'ai fait mes études en France, je suis français. Oh, merde, je me suis trahi, personne ne l'avait entendu jusqu'ici. J'ai fait mes études en France, donc j'ai commencé mes études en faisant un DUG, ce qu'on appelait à l'époque un DUG de biophysique, et puis après j'ai fait une licence, master en biochimie, biologie moléculaire. Et puis j'ai fait un diplôme d'études approfondies en pharmacologie et en pharmacochimie. J'ai été militaire pendant 2 ans. À cette occasion, j'ai fait une formation d'ingénieur militaire également, parce que c'était un service long, c'est ce qui m'a donné l'occasion de travailler dans un laboratoire. Et c'est là que j'ai découvert la personne dont je vous parlais avant, en fait, et les neurosciences. Et l'opportunité m'a été donnée, en fait, de continuer par une thèse de doctorat. Entre-temps, j'avais passé l'agrégation dans l'optique d'enseigner, justement. Et en fait, j'ai opté pour des études de 3e cycle plutôt que pour l'enseignement pur. Et j'ai fait un doctorat en neurobiologie, puis des expériences postdoctorales. J'en ai fait une à Bâle avant de venir ici à Louvain. Et j'ai passé 6 ans ici à Louvain comme chercheur postdoctoral, chercheur qui gagnait en expérience avant d'obtenir mon poste académique en fin 2005. Ça ne nous rajeunit pas. Et voilà, hein, etc. Et depuis lors, prof à la faculté, Institut des neurosciences, dont j'ai été le président pendant 3 ans, vice-doyen de la faculté, etc. Tout ça, ce ne sont pas des trucs qu'on met, des galons qu'on est en train de mettre à son revers. Hein. Ça fait partie, en fait, des parcours académiques. Ça vous prouve juste une chose, c'est que je suis vieux, en dépit des apparences. Dans mon parcours, je ne change rien. Non, c'est arrogant de dire ça, mais prenez-le avec humilité, je ne change rien. Il y aurait des choses dont je n'ai pas été heureux, mais je ne change rien. À refaire, je refais tout. D'y croire. En fait, conseils, c'est la même chose. Hein. Les conseils, je ne sais pas comment vous percevez vous-même les conseils, mais c'est aussi une autre maxime de la philosophie grecque antique, pour le coup, qui dit on commence à donner des bons conseils quand on est trop vieux pour donner le mauvais exemple. Hein. Donc les conseils, des fois, ça peut vous passer au-dessus de la tête et on peut donner une litanie de conseils. Je suis au contact souvent quand même avec vous et la difficulté vient souvent d'une démotivation ou l'impression en fait de plus on avance, plus les choses s'accumulent, les incertitudes s'accumulent. Les étudiants en sciences biomédicales doivent avoir vraiment confiance dans leur parcours, parce qu'à l'époque c'est une question de positionnement. Hein. Est-ce que c'est pas de la médecine au rabais? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que tout ça c'est une réalité maintenant? C'est un parcours qui est très cadré et qui est très apprécié. C'est de croire en vous-même, beaucoup, c'est-à-dire de vous faire confiance et de ne pas perdre cette confiance, et à un moment donné, d'affronter le travail avec légèreté. Les moments où c'est beaucoup de boulot, ne pas le prendre comme quelque chose qui vous pèse. Il va y avoir des épreuves, il y avoir des examens, des trucs qui réussissent, des trucs qui ne réussissent pas, mais il y a une forme de légèreté dedans en disant il y a un aspect ludique également parce que bon, vous voyez ça comme des montagnes à gravir, et ce sont des montagnes à gravir,
Mais là, pour le coup, pour parler de nouveau comme un vieux con, ce sont les plus belles années de votre vie, hein, très sérieusement. Donc il faut le prendre également sous cet angle-là. Et vu sous cet angle, ça enlève un peu de la tension et de la pression qu'on a dans les études. Et ça fait avancer très loin. Ouais. Les lieux communs qu'on a qui sont des choses erronées sur la vie du chercheur. En fait, croire que... Alors, je pense... La première chose est d'imaginer que les chercheurs sont entièrement voués, que leur esprit ne tourne que sur une seule chose, qui est le projet de recherche ou la question. En fait, c'est de les prendre pour des savants tels qu'on les illustre souvent dans des bandes dessinées, c'est-à-dire dans un monde intérieur qui n'a aucune connexion avec la réalité ou avec le monde extérieur, et qui sont uniquement en train de réfléchir ou d'être en train de synthétiser dans des concepts extrêmement élevés. C'est pas vrai, ça. Donc, comme tout le monde, c'est un parcours, la recherche, c'est un parcours de toute une vie. Donc, un chercheur arrête pas de tâtonner, plutôt que d'avoir des solutions toutes faites, bricole des fois des concepts pour arriver à voir dans quelle mesure ils tiennent debout. Il ne faut pas croire non plus que la recherche qu'on mène se nourrit exclusivement de la matière dans laquelle on évolue. On a souvent beaucoup d'inspiration par un texte qu'on lit ou quelque chose qu'on voit ou quelque chose qu'on rencontre. Il ne faut pas croire que la vie de chercheur est austère ou qu'on gagne mal sa vie en tant que chercheur. Honnêtement, on n'est pas les rois du pétrole, mais on ne peut pas non plus se présenter comme des gens qui sont mal lotis. Ça n'a rien d'austère, ok, c'est plutôt drôle. Et puis après, on peut également corriger des choses dans l'autre sens en disant c'est extrêmement gratifiant. On pourrait imaginer que la vie de chercheur est extrêmement gratifiant et donne un statut social privilégié. Ce n'est pas le cas, en fait. C'est juste quelque chose qui donne, en fait, plutôt des devoirs par rapport à tout ce qu'on a acquis. Mais encore une fois, un maximum de gens, en tous les cas que je connais, le prennent avec une certaine légèreté. C'est pas grave d'être chercheur. C'est pas grave. On en guérit, à vrai dire, quand on veut faire des choses bien. Un truc que vous auriez du mal à croire en disant tiens, on le voit tous les jours, mais ça, on ne pourrait pas l'imaginer. Que quand j'étais petit, j'étais tout blond quand j'avais 2-3 ans. C'est vrai, j'ai des photos qui l'attestent encore. Non, je peux vous dire un truc. En fait, vous dites un chercheur, c'est quelqu'un qui a l'esprit qui doit être toujours en ébullition. Et c'est vrai que des fois, on dit ça. On perd un petit peu le contact avec la réalité parce qu'on est en train de voler dans des concepts. On peut dire quel serait le rêve, en fait, quel serait le fantasme d'un chercheur. Et quand on parle de rêve ou de fantasme, c'est bien les choses qu'on ne peut pas accomplir, hein, parce que les rêves sont faits pour être rêvés, pas pour être réalisés. Et donc, dans le domaine de la biologie, il y a un truc que moi, j'aimerais pouvoir réaliser. Je sais que ça ne se fera jamais. C'est être pendant un mois, j'ai bien dit un mois, hein, je n'ai pas dit un jour, une femme, mais en gardant la conscience de l'homme que j'ai été au moment où je le deviens, et de redevenir un homme un mois après. Je voudrais vivre cette expérience. Ça ne se fera jamais. Et donc, quand on parle... C'est vrai que c'est des choses, en sciences biomédicales, on attire de plus en plus l'attention, à la fois dans le boulot, hein, sur le côté gender balanced, c'est-à-dire homme, femme, représentativité dans le boulot. Mais quand on fait de la recherche également, quand on a des protocoles expérimentaux, eh bien, alors on parle de mâle et de femelle parce qu'on est souvent avec des modèles animaux, par exemple, on va dire mâle, femelle. Et donc, on n'explore pas les mêmes choses, ou quand on les explore, on a des résultats qui nous donnent des distinctions, des faits, des réalités biologiques, quelque part. On se dit, mais comment est-ce que les choses se vivent? Alors, toi, tu es un homme, il y a des femmes ici dans l'Assemblée, elle va arriver un jour à vivre ça pendant le temps nécessaire, un mois. Ce n'est pas un hasard, un mois. Mais pendant le temps nécessaire et pouvoir re-rentrer dans ce qu'on était avant, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je ne sais pas si je le vivrai. Hein. Non, c'est un rêve. Voilà, je me suis trahi.